Derrière, j'ai ouvert Visual Studio Code. Pour commencer, dans notre dossier du projet Houdini, on va créer un dossier script, au pluriel avec un S, un dossier Python, et dans le dossier Python, un dossier astéroïde. Astéroïde va être le nom de notre module qu'on va charger dans Houdini. C'est à l'intérieur de ce dossier astéroïde où on va mettre nos scripts Python. Alors, on va récupérer le dossier Python, pas le dossier astéroïde, et on va le drag and drop dans Visual Studio Code. Sinon, ça ne marchera pas. Ici, on doit bien avoir Python et astéroïde. On va créer une première classe. On va cliquer ici sur le plus. On va appeler le fichier main.py, tout en minuscule. On va marquer classe, main avec un M majuscule pour notre classe main. Ici, on peut mettre des parenthèses ou non. Les deux sont acceptés. Personnellement, je ne les mets pas. Et on va écrire notre constructeur. Def __ init. Entre parenthèses, je mets self. Et ici, je mets le signe moins supérieur à et je marque none. C'est le type de retour. Le constructeur ne renvoie rien. Je vais mettre juste un print. Je vais marquer print et entre guillemets init OK pour tester du côté d'Houdini si l'import va fonctionner. Et maintenant, du côté d'Houdini, on va écrire notre module pour importer nos fichiers Python. Alors, on en était ici dans astéroïde variation. Dans scatter proxy, on avait créé le LOD0. Et dans le LOD0, on en était là. On va tirer un lien depuis le LOD. On va taper Python script. Je vais le nommer loader. J'appuie sur P pour afficher les propriétés. Les commentaires, on peut les supprimer. Et on va commencer par importer nos bibliothèques. On va d'abord importer le module OS. Import OS pour accéder à nos fichiers sur notre disque dur, pour les lire. Et on va importer la bibliothèque Houdini. Import ou. Ensuite, on va utiliser le module import lib machinery. Et on va importer la classe source file loader. C'est cette classe qui va charger nos fichiers. On va avoir besoin d'un root folder. On va marquer root _ folder égal. Et là, on va récupérer notre $.heap. Pour récupérer le contenu de la variable $.heap, on va expand cette variable. Donc dans Houdini, c'est expand string. On va taper ou.expand string avec un S majuscule. Et entre parenthèses, on va mettre la chaîne de caractères qui va contenir le $.heap. Alors $.heap, on va mettre un slash. On va être dans le dossier Houdini. On va taper script avec un S pour aller dans le dossier script et Python pour aller dans le dossier Python. Avec un slash à la fin. Donc là, on pointe bien vers notre module, le root folder pointe vers notre module astéroïde. Ensuite, on va lui préciser le nom du module qu'on veut charger. Donc je vais marquer module name, je vais stocker ça dans module name. Et le nom du module, c'est astéroïde. Et ensuite, on va charger les fichiers. Donc pour l'instant, on va avoir que le main.py, mais après, on va en avoir plusieurs. Dans astéroïde, on va avoir plusieurs fichiers. Pour l'instant, on n'a que le main.py. Donc on va créer une liste. Je vais la nommer files avec un S, égale. Je mets des brackets pour la liste. Et le premier fichier, donc là, il faut bien marquer le nom du fichier, c'est main.py. Ensuite, on va faire une boucle pour récupérer tous les fichiers. On n'aura qu'à ajouter le nom des fichiers qu'on veut ajouter à la suite de la liste. Et le programme fera tout seul. Enfin, presque. Maintenant, on va créer notre méthode qui va permettre de charger nos fichiers Python. Donc, je vais marquer def import module. Je vais appeler cette méthode import module, import _ module au singulier. Et en paramètre, on va lui donner le nom du module, donc le module name. Je peux le copier et le coller. Et on va lui donner qu'un seul fichier. C'est la boucle qu'on va faire après. Donc, je mets file au singulier, pas au pluriel. Ensuite, je vais utiliser un try except. Le try va essayer de faire une action et le except, si jamais il y a une erreur, le code va passer dans le except. On va lui demander d'importer l'erreur. Je vais marquer import error as e. Et dans l'import error, je vais simplement faire un print. Un print, alors F avec des guillemets, c'est le format. Ça correspond, c'est une autre version du format qu'on a vu précédemment. À part qu'ici, celle-ci est un peu plus lisible. Je vais marquer impossible d'importer le module. Et dans des accolades, je vais mettre le E.
Donc l'erreur sera enregistrée dans le E. Maintenant, dans le try, on va lui indiquer le chemin du module. Donc on va stocker ça dans une variable qu'on va appeler module pass, module underscore pass, égale, et là on va utiliser notre bibliothèque OS. os.pass, là la license sort, .join. En paramètre, on va lui donner le root folder. Copie directement et je colle. Ensuite, le module name. On passera en paramètre. Et enfin, le nom du fichier. File, c'est le paramètre qu'on passe ici. Ce sera le fichier main qu'on a ici pour l'instant. Et après, on va faire une boucle juste après qui va lister toute notre liste ici. C'est pour ça que la méthode import module est au singulier. Parce qu'on va l'appeler à chaque fois dans une boucle qui va être un peu plus bas. Donc je récupère ce file, paramètre file. Et je l'ajoute à la fin. Et lui, il va combiner les trois. Ensuite, on va se servir de notre classe sourceFileLoader pour venir charger le module. On va ouvrir les parenthèses, et en paramètre, on va lui passer le module name, qui est ici. Module name qui est astéroïde, qui est notre variable ici. Virgule, et le module pass. On met un point, et on va marquer load module. Load underscore module. Avec des parenthèses pour appeler la méthode. Si je fais Shift V, je vais vérifier que je n'ai pas d'erreur. Pour l'instant, je n'ai pas d'erreur. Très bien. Maintenant, on va appeler cette méthode. Le code est presque fini, il reste 4 lignes. 3 lignes. Maintenant, on va faire une boucle sur notre liste ici pour lister tous les fichiers. Si on a plusieurs fichiers à charger, on en aura plusieurs à la fin. Alors, je vais faire for file in files. Dans ce file ici. Et à chaque boucle, on va appeler cette méthode. Donc, import module. Copie, je colle directement. Et dans les paramètres, je vais lui passer le module name, donc astéroïde, qui est ici. Et le nom du fichier file. Donc, pour l'instant, il n'y en a qu'un. La première boucle, il n'y en aura qu'une seule boucle, ce sera le main ici. Copie le file directement. Je le mets ici. Je fais Shift V. Vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Ça marche. Et maintenant, on va lui demander d'importer le module. Pour l'instant, on a chargé les fichiers, mais on n'a pas importé dans Houdini. Et on n'a pas instancié. Donc pour importer le module, on va faire from astéroïde. From astéroïde. Donc qui est notre module ici. Module name astéroïde. Import. Et on va importer notre classe main. Dans notre classe main, c'est celle-ci. Avec un M majuscule. Là, on l'a importé, mais on ne l'a pas instancié. On ne peut pas encore s'en servir. Et maintenant, on va l'instancier. On va marquer main en minuscule ou un autre nom. Main égale main en majuscule avec des parenthèses. Et là, elle est instanciée en mémoire. Et si je fais Shift V, que tout se passe bien, je vais ouvrir le Python Shell. Donc si le Python Shell n'est pas ouvert sur le plus New Pan Tab Type, vous avez Python Shell ici. Si je fais Shift V, il devrait m'imprimer, il devrait me print init OK dans le Python Shell. Il devrait me l'imprimer 4 fois. Oh, une petite erreur, j'ai oublié 2 underscores ici. C'est ma faute, CTRL S. Et maintenant, si je fais Shift V, voilà, j'ai init 4 fois. J'ai oublié les 2 underscores après le init. Maintenant, notre script se charge dynamiquement. Alors, il est important de faire cette approche-là, parce qu'à chaque fois qu'on va faire des modifications dans notre script, si jamais on ne fait pas un reload, si jamais on n'appelle pas la méthode pour charger à nouveau les fichiers, on aura fait notre modification dans le script Python externe, mais Houdini ne les aura pas chargés, il aura toujours l'ancienne version. Donc, il faut à chaque fois recharger les fichiers à nouveau, à chaque fois qu'on exécute. Et ici, ça s'affiche 4 fois, parce qu'il s'exécute pour chaque work item. Maintenant, la prochaine classe qu'on va créer est la classe DataFetcher. Cette classe a pour but d'aller récupérer toutes les informations dont on a besoin pour créer nos nodes shader en Python. Je vais cliquer, alors je vais cliquer exprès pour qu'il y ait l'encadré bleu, je ne sélectionne pas astéroïde. J'appuie sur le bouton plus, et là, il faut faire attention parce qu'il m'a créé le fichier en dehors d'astéroïde, pas dans le dossier astéroïde. Je vais nommer le fichier DataFetcher, data underscore fetcher.py, tout en minuscule. Voilà. Et ici, il est en dehors, donc ça ne marchera pas. Il faut que je le drag and drop dans le dossier astéroïde, dans le module. Pareil, je vais créer une classe. Donc, je vais marquer classe DataFetcher en upper camel case.
et le constructeur def underscore underscore init underscore underscore, j'oublie pas cette fois-ci, self est pareil, signe moins supérieur à none, avec deux points, et je vais faire un print, voir qu'elle charge bien. Je vais marquer data feature OK. Et maintenant, je vais l'appeler depuis ma classe main. Alors pour l'appeler depuis ma classe main, il faut que je l'instancie dans la classe main. Comme on a fait ici dans le script, on a instancié la classe main ici. Là, dans ma classe main, il faut que j'instancie ma classe dataFetcher. Alors pour ça, je vais créer une propriété privée qui est propre à la classe main. Je vais marquer self, point, et je mets un underscore. Quand on va préfixer d'un underscore, cela veut dire que ces variables, ces propriétés ne peuvent pas être modifiées depuis l'extérieur de la classe. Enfin, ne doivent pas être modifiées. Techniquement, on ne peut pas l'empêcher en Python, on les voit quand même depuis l'extérieur, mais cette convention de nommage permet de dire attention, cette propriété-là de la classe, on ne doit pas la modifier depuis l'extérieur. On ne doit pas la modifier depuis l'extérieur, voire la lire depuis l'extérieur. On mettra des getters et des setters avec des décorations plus tard, je expliquerai tout aussi, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais essayer d'appeler ma classe, donc si je fais underscore, je vais la nommer dataFetcher, data underscore fetcher, égale, et si j'essaye de l'appeler, dans l'IntelliSense, il n'y a rien qui sort. Pour ça, il faut l'importer. Alors ici, pour l'importer, je vais mettre sur la première ligne, je vais marquer from astéroïde. Donc là, je pointe vers le module astéroïde, tout en minuscule, import, et je devrais avoir le nom de ma classe, dataFetcher. Alors là, je n'ai pas le nom de ma classe, j'ai le nom du fichier dataFetcher. J'ai le nom de ce fichier-là, datafetcher.py. Ça ne marche pas parce que dans le fichier init, on n'a pas précisé qu'il pouvait importer, qu'il pouvait accéder à cette classe dataFetcher. Pour ça, on va lui préciser dans le fichier init, il n'y a pas de souci. Alors, dans astéroïde, on va créer un fichier init. Je crée un fichier ici, Python. Je l'appelle underscore underscore init underscore underscore .py. Si j'affiche mon arborescence, des fois c'est pas très clair sur Visual Studio Code. Donc dans mon module astéroïde, là je suis bien dans mon dossier Python, module astéroïde, et j'ai underscore underscore init underscore underscore .py. C'est dans ce fichier que je vais lui dire, ok, on a une classe qui s'appelle dataFetcher que tu peux récupérer. Donc dans ce dossier init, je vais simplement marquer from dataFetcher. Et là, il me trouve le fichier dataFetcher, donc le fichier, le .py, import. Et là, je vais accéder à ma classe dataFetcher avec le D majuscule et le F majuscule, en upper camel case. Et maintenant, si je retourne dans le main.py, si je fais import, je fais CTRL espace, j'ai bien la classe dataFetcher. J'ai le fichier toujours, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la classe dataFetcher. Et je peux l'instancier. Maintenant, si je fais égal, je fais CTRL espace pour faire sortir l'IntelliSense. Je vais marquer dataFetcher, il va me trouver ici, dans l'IntelliSense, le dataFetcher. Et je mets des parenthèses. Donc la classe est instanciée. C'est une petite méthode, mais je reviendrai dessus parce qu'on va faire pareil pour les modules dans Houdini. Quand on va avoir besoin de l'IntelliSense d'Houdini qu'on va faire import ou dans notre classe externe, il y a cette petite méthode à faire en passant par le fichier ini. On le fera pour chacun de nos fichiers. C'est le petit truc à savoir. Du moment dans le fichier ini qu'on crée, on importe la classe dataFetcher. Ici, on va avoir accès au niveau de l'IntelliSense dans le main, puisqu'on a fait from asteroid import dataFetcher. On va avoir accès à l'IntelliSense et à toutes nos méthodes de dataFetcher. Alors faites pas ce que je fais. Pas besoin de marquer cette méthode de test. Si je mets test, si je mets une méthode, je crée une méthode test. Et je vais même ajouter, ici ce sont des commentaires qu'on va mettre pour de la documentation. Je vais marquer juste doc. OK. Dans le main.py, si je fais self.underscore dataFetcher et que je fais point, je vais avoir test ici. Et j'ai l'IntelliSense avec le doc OK que j'ai marqué. Donc l'IntelliSense fonctionne. L'import dans Houdini, on va le tester de suite. Alors dataFetcher, pas besoin de faire ce que je fais toujours. Je vais faire test OK. C'est une méthode, donc je mets des parenthèses. Si je lance, je fais Shift V sur le loader. Alors là, super. Il me dit impossible d'importer dataFetcher parce qu'on n'a pas ajouté ici. On n'a que le main.py. Par contre, vous pouvez l'ajouter, ajouter juste virgule.
entre guillemets, on met le nom de data fetcher, donc le nom de la classe ici, le nom du fichier, pardon, pas le nom de la classe, le nom du fichier, data underscore fetcher.py, data underscore, vous pouvez marquer ce nom-là, fetcher.py, il doit correspondre au nom du fichier. Et maintenant, si je relance mon script, parfait, ça fonctionne. Saute quelques lignes, je relance à nouveau. Super, donc là j'ai data fetcher OK. Le data fetcher OK, c'est le print ici quand la classe est initialisée, c'est-à-dire quand la classe est instanciée en mémoire à ce niveau-là. Donc quand elle est instanciée en mémoire. Et ensuite, le deuxième, j'appelle la méthode test. Et la méthode test va faire un print OK test, c'est le deuxième test qu'on a ici. Et tout ça se fait 4 fois, chaque work item. Donc ça fonctionne. Je vais supprimer cette méthode dont on n'a plus besoin pour les tests. Donc le data fetcher va aller chercher toutes les informations. Je vais agrandir la fenêtre d'Houdini. Alors, on va implémenter les paramètres d'interface qui nous manquent. Dans le LOD0, on s'arrête ici, on va implémenter l'interface au niveau des shaders. Alors, je sélectionne le LOD0, je fais la roue crantée, Edit paramètres interface. On va ajouter un dossier, on va le passer en sample, on va le nommer shaders. Je fais apply. Ensuite, on va récupérer un pass opérateur. Alors, ils sont vers le bas, opérateur pass. Donc le premier opérateur pass, on va le nommer MapsBaker. C'est ici qu'on va venir mettre le lien vers notre node MapsBaker. Maps underscore Baker, dans le nom et dans le label MapsBaker avec un espace. Dans le type d'opérateur, donc là, on a AnyOperator. On va sélectionner SOP-operator, c'est un SOP-operator. AnySOP. On va mettre un deuxième opérateur pass. On va le nommer MatNetwork. Mat underscore network. C'est dans ce Matter Network que l'on va créer tous nos nodes shader en Python. Et dans le label, mat espace network. Et pareil, AnyOperator, on va mettre par contre AnyMaterial. Ensuite, on va mettre une chaîne de caractères où on va définir le type de shader qu'on veut mettre. Alors, je vais le nommer shader node type, shader underscore node underscore type, et dans le label shader node type avec des espaces et des majuscules. Ça fait plus joli. Alors, par défaut, le shader node type, on peut le set par défaut. On va aller dans le channel. On va aller dans le channel ici. Et on va marquer, alors je vais faire apply pour qu'on le voie. On va marquer principlet shader 2.2.2.0. On n'utilisera que celui-là, mais si jamais on veut changer pour une future update, on le précise. Et ça nous permettra de voir comment le gérer en Python aussi de l'autre côté. C'est le but. Donc, je peux faire accept. Maintenant, le maps baker. Alors, ce qu'on va faire, je vais cliquer sur Loader, je fais clic droit, parameters and channel, parameters. Comme ça, on va avoir les parameters tout le temps affichés. On va remonter, on va aller chercher notre maps baker ici. Elle est tout en bas dans les back textures. Voilà, c'est celui-là. On le met dedans. Donc là, il va avoir un chemin relatif. Et maintenant, le Material Network, alors moi je l'ai créé, vous ne l'avez pas encore créé. On va aller dans Shop. Et dans Shop, on fait juste tabulation Material Network. C'est celui-là. Moi, je vais les nommer Asteroid Material Network. Et pareil, on le prend, le drag and drop ici. Et celui-ci, par contre, n'a pas mis un chemin relatif, il a mis un chemin en absolu. Je fais exprès pour vous montrer la différence. On va voir après, il y a un petit tips à savoir. Et comment on va le gérer en Python. Et dans ce node Material Network, c'est là, ça a déjà été créé en Python, c'était des versions précédentes. On va créer tous nos nodes automatiquement en Python ici. Donc maintenant, je retourne au niveau des PDG. Je me mets là parce qu'il faut à chaque fois exécuter le loader pour exécuter le script. Alors ça, je vais laisser afficher à droite. Et on va réduire la fenêtre.
On va commencer par le maps Baker. Donc le maps Baker, le nom c'est maps_baker. Si je le drag and drop dans le Python shell, je peux avoir le chemin avec le nom ici. Le maps Baker avec le nom complet, donc c'est un ou.parm. Voilà, si on ne sait pas, on n'hésite pas, on drag and drop dans le Python shell et nous indique ce que c'est. Donc là, c'est un ou.parm. Dans notre data feature, ici, ça, on peut supprimer le print et on va créer à la place une propriété de la classe privée. Donc on va marquer self.underscore. Et comme c'est un node, c'est le maps Baker, ce node existe dans Houdini, on va le préfixer node_Houdini. Comme ça, on ne confond pas avec nos nodes à nous, on verra plus tard avec les nodes de données. Node_Houdini underscore maps_Baker. Maps_Baker. C'est un peu long, mais ça permet vraiment de clarifier le code. Égal. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un node. On veut le node maps_Baker. Et pour ça, on va avoir besoin de son chemin. Son chemin, on a vu, c'est ici le paramètre de maps_Baker. Donc, on veut un node, on marque ou.node, on n'a pas l'IntelliSense, c'est normal, parce qu'on n'a pas importé la bibliothèque d'Houdini. Donc on fait import ou. De mémoire, j'ai montré il y a 2 vidéos comment configurer correctement l'interpréteur Python pour que du coup il reconnaisse l'import.ou, qu'on puisse utiliser l'IntelliSense. Et là, en faisant CTRL espace, on a l'IntelliSense. Donc nous, c'est un node, on veut un node. Et quand j'ouvre la parenthèse, je vais indiquer le chemin du node. Ici, il me marque usage, node pass. Ok, donc il me faut le chemin du node. Et le chemin du node, c'est ce qu'on a mis ici. C'est le chemin du node. Mais c'est là où il y a le petit truc et astuce à savoir. C'est que ça va le faire, ça va le faire. C'est que le script, il s'exécute ici. Il s'exécute dans le LOD0. Mais nous, quand on a relié le chemin dans les paramètres ici, on n'est pas dans le LOD0. Ici, on est dans le astéroïde variation. Alors ce qu'il faudra faire, c'est juste ajouter ici 2 points, un slash pour remonter des niveaux supplémentaires. Mais on ne va pas le faire là-dedans. On va le faire directement dans le code Python. C'est juste le petit truc à savoir. Donc dans le chemin, on va récupérer la valeur de notre attribut ici, de notre parm. Je vais agrandir ça. Voilà. Donc c'est maps_Baker. Donc c'est un parm, on fait ou.parm. J'ouvre les parenthèses. Et donc c'est bien ici, il y a marqué ou.parm. Donc on suit vraiment ce qui a marqué. Et le nom, c'est maps_Baker. Maps_Baker. Mais pareil, alors entre guillemets. Mais là, pareil, il ne faut pas oublier que le script va s'exécuter dans le LOD0, mais on est dans le script. Je vais décaler. On est dans le script ici. Ce qu'il faut, c'est remonter d'un niveau. Donc on va remonter d'un niveau. Et là, on est bien dans le LOD0. Je vais fermer ça. On est bien dans le LOD0 et on trouvera bien l'attribut maps_Baker parce qu'on est remonté d'un niveau. On n'est plus dans le script loader. Et ce qu'on veut, on veut la valeur. On veut le point eval. Parce que si on met ça, on va avoir une référence vers l'objet ou .parm. On va pas avoir sa valeur. Donc on met juste .eval. Et là, on aura bien la valeur, c'est-à-dire cette valeur-là. Mais il va nous manquer le fait de remonter d'un niveau supplémentaire. Parce que du coup, on est dans le LOD0, on va l'ajouter directement ici. Alors on peut le mettre entre guillemets, avec un plus. Et on remonte d'un niveau supplémentaire. Parce que pareil, on a mis le maps_Baker ici, mais le script s'exécute ici, un niveau plus bas. Donc logiquement, il faut remonter des niveaux supplémentaires pour atteindre le node physique qui est déjà créé, le maps_Baker. On y arrive, on y arrive. Après, ça ira plus vite. Comme je disais, je prends le temps d'expliquer. Maintenant, si je veux tester, voir si je pointe bien vers le node, je peux faire un print, juste un simple print. Si c'est pas bon, il va me renvoyer none. Dans le shelf ici, il va me renvoyer none. Alors, je saute quelques lignes. Donc je vais copier-coller le maps_Baker. Ici, je suis dans la méthode init, donc quand je vais faire main, il va m'appeler directement cette méthode, il va faire le print. Je sélectionne mon module loader, alors ça je peux le fermer. Module loader, je fais Shift V, c'est and continue, et là il n'a pas fait d'erreur, et il m'a imprimé maps_error. Maps, et il m'a imprimé maps export. Ça fonctionne.
On va aussi tester un attribut du node maps baker. Moi, je vais pas besoin de faire ce que je fais, c'est juste pour tester. On va récupérer la normal map. Ici, c'est S normal. Paramètre S normal. Donc, si je fais .parm S normal, .eval, je retourne dans le loader, il m'affiche normal. C'est le nom du coup qui est évalué du paramètre. Et ça fonctionne. Si je mets par exemple n'importe quoi à la suite, j'exécute à nouveau le script loader. Voilà, il m'a modifié le nom. Donc je pointe bien vers le node physique qu'on a créé, le maps baker. Je vais remettre le nom par défaut. Si jamais je supprime le fait de remonter d'un niveau et que j'essaye de relancer le maps baker, que je recompile le script, il va me faire une erreur, il va me dire n'a pas d'attribut eval, parce que du coup je pointe pas vers le bon node. Il pointe vers rien. Donc ça fonctionne. Maintenant on va parler des getters et des setters. D'abord les getters. L'avantage d'avoir justement un IDE, c'est d'avoir de l'intelligence. Si je fais self._node-baker, je fais point, j'ai pas d'intelligence. Pour ça, on va créer des getters, on va simplement créer des méthodes avec des décorations. Alors, je vais créer une décoration, je vais la nommer property. Donc ça va être une propriété que je vais pouvoir lire. Je vais marquer def, et cette fois-ci, je ne vais pas mettre l'underscore, je vais l'appeler directement node Houdini Maps Baker. On va garder cette logique tout au long de notre code et avec toutes nos classes, avec toutes nos méthodes. Entre parenthèses, je vais mettre self, et là, elle va renvoyer, alors signe moins supérieur à, elle va renvoyer un type node, donc ou.node. Je mets deux points, et là, je vais faire return, donc je vais renvoyer mon node ici, MapsBaker, qui est ici, je vais renvoyer sa référence, qui est ici privée, son attribut privé. Donc je renvoie cet attribut-là. Et de l'extérieur, on va appeler cette méthode, on va appeler cette propriété de l'extérieur. On ne va jamais appeler le self._. On appellera tout le temps celle-là. Et l'avantage ici, je vais faire self, point, et je vais avoir node Houdini Baker avec une clé à molette qui va être une propriété, ce qu'on vient de créer. Donc nous, on va prendre celle, la clé, on va prendre la propriété qu'on a créée. Et ce qu'il y a de bien, on ne met pas de parenthèse, puisque c'est pas une méthode, c'est devenu, enfin, c'est une méthode, mais c'est devenu une propriété parce qu'on a mis la décoration property. On peut y accéder sans parenthèse. Et comme on renvoie un type ou .node ici, si je fais point, contrôle espace, l'intelligence ne sort pas encore. Il ne sort pas encore parce que je me suis trompé. Ici, j'ai mis node avec un n minuscule. C'est node, c'est la classe. Voilà, il faut marquer la classe, le retour. C'est la classe et pas juste node la méthode. C'est la méthode, j'ai confondu avec la méthode node. Donc c'est node, la classe qu'on renvoie avec un n majuscule. Et maintenant, si je fais CTRL espace, voilà, j'ai accès à l'intelligence et à toutes les méthodes que SideFX a mis à disposition dans son code. Maintenant, on va avoir besoin du nom de la texture. Sur LOD0, je fais clic droit, Parameters and Channel, Parameters. Alors, texture name, c'est celle-ci. C'est texture name. Alors, si jamais ça ne fonctionne pas, ne s'affiche pas, on va faire clic droit, Edit Parameter Interface. Et là, il sort directement les paramètres d'interface avec le texture name ici. Donc, texture underscore name. Je vais le copier directement. Je vais faire cancel. Donc, pareil, ici, je vais copier tout ça. Je vais le coller. Je récupère le texture name. Alors, je le coupe. Je le mets à la place du map baker. Et cette fois-ci, le texture name, on n'a pas besoin de mettre deux points, on n'a pas besoin de remonter d'un niveau, c'est pas un node qu'on crée, qu'on veut récupérer, c'est juste le paramètre. Donc tout ce qu'il y a devant, ou node, on peut le supprimer. La dernière parenthèse aussi, fermante. Nous, ce qu'on veut, c'est juste le paramètre, le ou.parm. Donc si je le drag and drop ici, voilà, j'ai bien juste un ou.parm. On ne va pas pointer vers un node pour récupérer après les attributs du node. Et ici, on va changer le nom, on va marquer underscore texture name.
texture underscore name. Et pareil, quand on va vouloir lire le texture name, vu qu'on a mis un underscore, il faut créer une propriété. Alors on peut copier directement ce qu'on a mis ici. On le colle. J'ai sauté une ligne en trop. Ici, on va le nommer donc texture name sans le underscore. On suit toujours la même convention de nommage qu'on a utilisée pour le Houdini Maps Baker. Je le remplace ici. C'est une propriété, ça ne change pas. Par contre, ce n'est pas un ou.node qu'on va renvoyer, c'est une chaîne de caractères, un str. Et on va retourner le self underscore name. Self underscore texture name. C'est juste ça. Et ça, on va faire ça pour les 5-6 autres qui nous restent. Alors, la version. On n'a pas encore la version. On va avoir besoin de la version. Ici, alors comme j'ai eu quelques soucis au niveau des synchros, j'ai ajouté juste le wedge index pour pouvoir le récupérer directement dans notre script Python. On ne peut pas le récupérer dans notre code externe parce qu'on n'est pas dans le contexte des PDG. Ici, on peut faire underscore work item, comme on a fait pour le LOD. Ici, là, on peut faire le underscore work item ici, comme on a fait ici, le work item set int attributes ou set string attributes, ou même les lire. On est dans le contexte PDG, donc ça marche dans le LOD. Mais ici, dans le loader, on va être dans un script externe, on n'est pas dans le contexte PDG, donc ça ne marchera pas. Alors ce qu'on va faire, on va mettre au niveau de l'interface le wedge index, tout simplement. Clique sur la roue, edit parameter interface. On va ajouter c'est un integer. On va marquer version. Version, et dans le channel, on va marquer @wedgeindex. Tout attaché. Apply, il va apparaître ici. Alors je vais le mettre après le map résolution. Voilà, on a bien un wedge index. Si je sélectionne le 1, là je sélectionne les work items ici en bas. Le 3, parfait, ça fonctionne. Comme ça, notre script Python, on va récupérer directement la version de l'interface ici. On va faire accept. On va créer un attribut privé. Self.underscore version égale, donc c'est un ou.parm. J'ai plus besoin de drag and drop, hein, maintenant on est tous des pros. Cette version-là, je drag and drop le dernier. Oh, il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Donc c'est bien un ou.parm. Et le nom, c'est version qu'on a marqué, tout en minuscule. Et on fait pareil. Je copie, je colle la propriété. Ici, le self version, je le mets là. Le code ici, et j'enlève l'underscore. Et pareil, là, on ne renvoie pas un str, mais on va renvoyer un int, un integer. Et il faut bien que ce soit écrit en vert, pas en jaune comme j'ai fait tout à l'heure, parce qu'en jaune, c'est une méthode. Là, en vert, c'est bien la classe qu'on renvoie, la classe int, la classe integer. Ensuite, on va avoir le LOD. Alors, le LOD, il est ici. Ah, voilà, l'aide apparaît. Donc, le paramètre se nomme LOD. Parfait. Donc, pareil, on prend en copie, on colle. Nous, c'est LOD. Ici, on va marquer underscore LOD. Je copie, je colle, je saute une ligne. Là, LOD. Pareil, c'est un integer, c'est parfait. Et là, underscore LOD. Et si on regarde, si je fais self, point, j'ai ici toutes mes propriétés. LOD, node, texture name, version. Maintenant, on va s'occuper du node material network. Donc celui-ci, qui n'est pas en chemin relatif, qui est en chemin absolu. Donc ce sera plus simple que notre version node Houdini Maps Baker. Je vais marquer self, point, underscore. C'est un node physique, donc node underscore Houdini. C'est pas une classe de données qu'on créera tout à l'heure. Underscore material network. Underscore network. Égal. Et là, ça va être la même syntaxe, sauf qu'on va pas avoir besoin de remonter d'un niveau. Donc ça, je peux le copier, ou point node avec le eval, la ligne entière. Je peux supprimer le fait de remonter, parce qu'on est en chemin absolu et pas relatif. Là, on part de la racine, on part vraiment du slash shop. Et c'est pas maps baker, c'est material network, c'est mat network de mémoire. Le pointeur dessus, c'est ça, mat underscore network. Mat underscore network. Parfait. Si je vais faire juste un print, alors je vais pas faire un print comme ça.
Je vais créer une propriété, je vais faire un print sur la propriété. Donc je vais copier la dernière property que j'ai créée. Je récupère Node.js Material Network, je le colle ici, je le colle dans le nom de la définition, je supprime l'underscore en début. Et par contre, pareil, c'est pas un int, on va renvoyer, mais ça va être un ou.node. Ou.node avec un n majuscule, on renvoie la classe. Et maintenant, je vais faire print, self, point, et là, je vais avoir mon node MassBaker et aussi mon node Material Network. Je vais faire print, il devrait m'envoyer une référence vers ce node. Alors, Shift V sur le loader. Ah, parfait, Asteroid Material Network, c'est le nom de mon node. Ça fonctionne, on a bien la référence vers notre node physique. Alors, on va pouvoir ajouter un commentaire. Ici, on va récupérer des paramètres d'interface. Donc, je mets un jazz. Je vais marquer interface parameters. C'est là où on va aller chercher nos paramètres. Et maintenant, nos paramètres, on va devoir les stocker pour ensuite les traiter. Alors, pour les stocker, on va créer ce qu'on appelle des classes de données, des data classes. Alors, je crée un commentaire, je vais marquer data class. On va créer une data class pour le MapsBaker et une data class pour les shaders. Les shaders étant le node qu'on va créer en Python, qui n'existe pas. Celui-là, on le crée de A à Z. Dans la mécanique, alors je vais agrandir ça. L'idée, c'est de trouver au niveau de l'algorithme la valeur, la clé, l'indication qui va nous permettre de tout lier ensemble. Et quand je dis tout lier, c'est-à-dire de lier, alors ça je peux le fermer, de lier le fait que la case à cocher soit cochée, de récupérer le nom normal, le nom color de la map qu'on veut exporter, de récupérer ce nom, et dans le MapsBaker ici, on va avoir channel, de remplacer le $channel par le nom de la map, et ensuite quand on va créer le shader, alors je vais passer dans les shaders, quand on va créer le shader, les shops, il faut que le nom soit correct, astéroïde V4 underscore LOD2, mais aussi au niveau des textures, si je vais par exemple en texture, que la texture pointe bien au bon endroit sur le disque dur avec le bon nom, et aussi qu'on ait remplacé le channel. Ici, il y a color, on est bien dans la base color. Ici, dans l'occlusion, on est bien sur AO. Donc ce AO, c'est bien ce qui a marqué. Hop, je suis un peu trop haut. C'est bien ce qui a marqué dans le MapsBaker. Ici, AO, color, très bien. Et pour faire le lien, on va utiliser un dictionnaire qu'on va croiser avec un deuxième dictionnaire. Ces dictionnaires seront dans nos data classes. On va récupérer donc le paramètre qui est déterminant. Ça va être cette case à cocher. Si c'est coché, ça existe, on l'exporte. Si elle n'est pas cochée, on ne va pas l'exporter. Donc on va créer un dictionnaire avec comme clé le B normal et comme value le nom de la valeur. Et ensuite, on va créer un deuxième dictionnaire avec pareil, la clé ici, mais on ne va pas récupérer la valeur de la normale, on va récupérer le nom de l'attribut de notre shader. Ici, par exemple, la color, on va récupérer cet attribut-là, base color texture. Je vais afficher déjà les classes qui sont codées. Au début, c'est un peu complexe, mais une fois qu'on a compris le coup, après, ça va tout seul. Ici, on va avoir le shader. Donc, la classe shader, c'est le node shader qu'on va créer ici. Et on regarde, on a bVertexColor. Le bVertexColor CD, il va pointer vers notre matériel. Il va pointer vers notre MapsBaker, pardon. Ici. Donc, le bVertex CD, c'est celle-ci, cette case à cocher. Le bVertex CD. Sauf qu'ici, je suis dans la classe shader. Et dans la classe shader, la valeur que je dois changer, le nom de l'attribut s'appelle BaseColorTexture. Donc si je retourne dans shader, shop, ici, texture, c'est BaseColorTexture. Et c'est comme ça qu'on va faire le lien entre le nom de l'attribut qu'on va remplacer ici dans les shaders et le nom de l'attribut qu'il y a dans le MapsBaker. Ici, j'affiche ma classe MapsBaker. Dans ma classe MapsBaker, j'ai ici BGFuse, normal, métallique, donc j'en ai plus. Après, ces classes, je les fournirai, il n'y a pas de souci, vous pourrez les télécharger si jamais vous avez des soucis pour le code. Et pareil, cette clé reste la même. Donc, on va retrouver le bVertex CD qui est ici. Par contre, lui, j'ai sVertexColor. Le sVertexColor, c'est qui correspond à cette valeur-là, au nom de la map color. Et c'est ce nom de la map color
qu'on va récupérer et dans une boucle, en fait, on va venir changer le channel qui est ici. Le channel qui est ici. Alors, juste pour aller un petit peu, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas grand-chose, ça va être cette boucle-là. Donc, on va la coder ensemble et je vais expliquer pareil ligne par ligne. On est à la limite dure de la prise en main d'Houdini, je ne le cache pas. Oh, mais c'est tellement passionnant. Donc, on est prêt pour créer nos data classes, mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo, qui arrive très très vite.